Le cercle RH, le débat de Smart Job avec cette question presque philosophique. Les RH dans la fonction publique, y a-t-il un pilote dans l'avion fonction publique, dans les fonctions publiques, parce que là le sujet se complique, il y a plusieurs fonctions publiques, territoriales, d'État, hospitalières, avec un débat d'ailleurs d'entrée de jeu, rentrons dans le vif avec Fabien Tastet et Antoine Fouché. Fabien Tastet, vous êtes le président de l'Association des administrateurs territoriaux de France, vous êtes régulièrement venu sur notre plateau. Merci de votre Et je crois que vous souhaitiez débattre avec Agnès Verdier-Molinier, et vous allez aujourd'hui débattre avec Antoine Fouché, ce qui est bien aussi, président de Quintet Conseil, et vous êtes ex-directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Juste un mot, rien que l'éducation nationale, qui sort un tout petit peu du cadre fonction publique pure, mais beaucoup de professeurs disent, mais j'ai été onboardé par personne. Quand j'ai quitté l'école parce que j'en avais marre, personne ne m'a demandé pourquoi je partais. Enfin, quand je pose la question, y a-t-il un pilote dans l'avion, y a-t-il un RH dans la fonction publique, elle n'est pas sotte cette question quand même. C'est pas piloté sur les RH. Mais, Arnaud, vous n'avez pas tort. Moi, je ferai un parallèle avec ce qui se passe sur les finances publiques. Les finances publiques, il y a aussi plusieurs donneurs d'ordre. Il y a l'État, il y a les collectivités locales, il y a l'hôpital, etc. Et je trouve qu'on a trouvé au plan national une organisation. Il y a une instance politique, il y a une instance technique qui permet aux techniciens aussi d'échanger, de partager les bonnes pratiques. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu compliqué, mais il y a une organisation, il y a une gouvernance qui finalement permet de trouver, peut-être pas des coordinations, mais en tout cas de dialoguer, de chercher des cohérences, etc. Et je trouve que dans le champ du management public, nous y arrivons. Public, il y a plusieurs employeurs, n'oubliez pas les collectivités locales, c'est 35 000 employeurs. Je les ai oubliés, l'État est employeur unique. Un employeur unique qui, quand même, est à la tête d'un tel ensemble que, parfois, cette unicité de commandement pose problème. Les hôpitaux, il y a les collectivités locales. Et il n'y a pas... On n'a pas su inventer un système de gouvernance qui permet aux différents acteurs de se parler. Vous voyez, par exemple, quand on dit le point d'indice, on l'augmente pas. Bon, pardonnez-moi, Fabien, mais voilà, je démarrais par quelque chose de très micro. C'est pas forcément celui qui paie, etc. Vous êtes en macro, moi j'étais en micro. Quand un collaborateur de la fonction publique quitte l'éducation nationale, et ça arrive dans plein d'autres services parce qu'il y a beaucoup de burn-out et de fatigue et d'usure, il n'est pas pris en charge à sa sortie, mal pris en charge à son arrivée par un service RH, comme on peut le voir chez Accor, chez L'Oréal, ce qu'on appelle l'onboarding. Quand même, Antoine Fouché, 47% de prélèvements obligatoires en France, c'est 6 points de plus que dans le reste de l'Europe. Et ce chiffre, et je vous laisse répondre, en 1978, l'État a dépensé 25 milliards d'euros pour payer les salariés du service public et les dépenses s'élèvent en 2021 à 131 milliards d'euros. Et beaucoup de Français disent on dépense beaucoup pour une efficacité qui finalement n'est pas au rendez-vous. Et beaucoup de collaborateurs de la fonction publique le disent. Ils disent mais je suis un peu perdu moi. J'y croyais et j'y crois plus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce panorama un peu sombre, je le concède? Il y a énormément de facteurs qui jouent là-dedans. Il y a l'efficacité publique, le rôle de l'État, la considération des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires, l'attractivité de la carrière des fonctionnaires, le respect pour les soignants, pour les enseignants, pour les fonctionnaires en général, pour les policiers. Ça, c'est de la RH, hein. C'est de la RH pure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une multiplicité de facteurs peut-être qui expliquent cette espèce de blues d'une partie des fonctionnaires. Mais c'est vrai que pour avoir travaillé et dans le privé et dans le public, DRH dans le privé et DRH dans le public, c'est le même nom, mais c'est pas du tout le même job. Nous sommes d'accord. C'est pas du tout le même job, mais il faut pas accabler non plus la fonction publique au sens où les rigidités actuelles, d'abord, on progresse quand même, et puis surtout, elles s'expliquent par une histoire qui, à un moment donné, a été consensuelle. C'est-à-dire, l'objectif, quand on recrutait un fonctionnaire, c'était pas de bien l'accueillir, de faire en sorte qu'il ait une carrière individualisée, etc. C'était pas ça. C'était de sélectionner des fonctionnaires compétents, loyaux, selon un principe et une carrière qui allait les protéger de l'arbitraire politique. Et donc, c'est là-dessus qu'on a mis l'énergie, c'est là-dessus qu'on a mis la loi. Dévouement, neutralité. Et dans un sens, on a réussi. Le problème, c'est que ça date disons, on a commencé après la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a des bribes avant. Et puis, il y a le statut des années 80. On est 40 ans après. Et en fait, les fonctionnaires, c'est des gens comme tout le monde. Ils ont des aspirations de mobilité, liberté, d'évolution. Et donc, ce qui était acceptable et même justifié il y a encore quelques décennies, aujourd'hui,
apparaît comme quelque chose qui repousse, qui fait partir ou qui empêche de venir une partie des gens motivés, parfois moins motivés, mais parfois parmi les plus motivés aussi. Les fameux talents. Et donc, exactement. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, mais alors attendez quand même, quand on compare une grande boîte privée avec l'État, c'est le jour et la nuit sur les RH. Oui, mais le privé, il n'a jamais eu à gérer les contraintes qu'a eu à gérer le public pour construire l'État en France et pour l'intérêt général de la France. Donc, et l'entretenir et le faire vivre. Exactement. Et donc maintenant, c'est en train d'être fait. C'est long. Mais je pense, sous contrôle de Fabien qui connaît ça mieux que moi, mais qu'on va vraiment dans la bonne direction dans les 3 fonctions publiques, mais qu'il y a encore énormément de travail à faire. Juste un mot, parce que j'ai parlé de 1978, j'étais parti loin, et là on a un éclairage un peu historique, mais le ministre Guérini, qui a fait sa rentrée, a indiqué que, évidemment, il voulait avoir un dialogue fructueux avec les partenaires sociaux, je veux dire, c'est assez classique pour une rentrée, mais il a surtout dit qu'il souhaitait améliorer la rémunération, on en revient au point, pour pouvoir être au plus près et de rémunérer presque au mérite individuellement, comme une entreprise pourrait, avec un manager, dire voilà, cette équipe-là, je la récompense, mais celle-ci, je ne la récompense pas. Est-ce que vous soutenez ce principe ? Et est-ce que vous dites, est-ce que c'est possible techniquement de le faire ? Parce que le salaire au mérite, c'est pas une idée toute neuve, quand même, de rémunérer même les professeurs. On avait évoqué l'idée, finalement, tout ça a été abandonné et on a rémunéré sur la grille. Est-ce que vous soutenez cette idée ? Oui, alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que le statut auquel on attribue beaucoup de mots a des potentialités que beaucoup de gens ne connaissent pas et que malheureusement beaucoup de décideurs n'utilisent pas. Et je pense qu'avant de se dire il faut une nouvelle loi, créer des choses nouvelles, etc., allons déjà au bout de l'utilisation des outils qui existent. On peut le faire déjà, ça On peut le faire. Il me semblait on peut le faire. Et il y a des choses qu'on peut aussi ajuster par des décrets, etc., sans forcément... Allez, moi, j'ai écouté le ministre, j'ai vu son projet de loi. On va voir ce qu'il veut y mettre dedans. Dans une des écoles de la fonction publique, d'ailleurs. Il y a une loi à l'IRA de Lyon. Ouais. Il y a une loi adoptée, sur la fonction publique, proposée par le ministre Dussopt, adoptée en 2019, pour laquelle on a d'ailleurs peut-être pas pris tous les décrets d'application. Bon, je ne suis pas bien convaincu qu'il faille à nouveau une loi. Il faut voir ce que le ministre veut en faire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de potentialités dans le statut qui n'est pas un truc ringard, poussiéreux. Simplement, il faut les connaître, il faut les utiliser. Il faut parfois avoir du courage managérial pour les utiliser. Et ça, le courage managérial, ça ne se décrète pas dans un texte. Mais c'est là où il y a aussi besoin, je le disais tout à l'heure, d'endroits où les employeurs publics, les élus, les DG peuvent échanger, peuvent partager les bonnes pratiques, etc. Aujourd'hui, vous avez un régime indemnitaire. Aujourd'hui, vous savez que les agents de la fonction publique, ils ont un traitement, ça c'est le point d'indice, et puis ensuite, ils ont un régime indemnitaire. Le régime indemnitaire, ça représente, selon les grades, entre 10 et 50% de la rémunération globale. Et dans ce régime indemnitaire, s'appelle le RIFSEB, mais je ne rentre pas dans le détail, vous avez une part variable, c'est-à-dire une part que vous pouvez conditionner à des résultats individuels ou collectifs d'ailleurs. D'équipe, de groupe, bien sûr. Les résultats d'une personne, c'est une équipe, parce qu'elle a mené un projet, parce qu'elle a obtenu sur un projet un subventionnement important, je sais pas, parce qu'elle a des résultats, etc., etc. Bon, alors il faut peut-être pousser les feux, c'est-à-dire que la part variable, la part qui pourrait être utilisée pour de la rémunération au mérite, comme dans le privé, c'est à peu près 20% de ce régime indemnitaire. On peut peut-être aller plus loin, 40, 50%. Mais ça nécessite peut-être pas de voter une loi, voilà. Mais indépendamment de la loi, qui peuvent s'ajuster parce qu'il y a des potentiels qui existent dans l'état actuel du droit. Vous avez raison, Antoine Fouché, je ne veux pas être trop sévère à l'égard de la fonction publique. Il y a des choses qui avancent dans la territoriale, dans les régions, dans les départements. On voit quand même qu'il y a des volontés de mettre du management, mais ça reste lent quand même, ça reste complexe. Oui. Pourquoi c'est si compliqué ? Je pense que c'est vraiment l'héritage culturel qui, encore une fois, n'est pas un héritage poussiéreux, mais qui s'expliquait à l'époque. Mettre du mérite, très bien, mais qui ? Et j'y suis tout à fait favorable. De toute façon, je pense qu'on doit le faire parce que sinon, trop de talents, trop de gens ne voudront plus travailler pour les différentes fonctions publiques. Il faut avoir en tête aussi quand même un chiffre. En 40 ans, le nombre de candidats par poste a été divisé par 4. Il n'y a pas plus cruel pour l'attractivité de la fonction publique. Donc de toute façon, on sera obligé d'y aller. Mais pourquoi est-ce que c'est si lent ? Parce qu'à un moment donné, le mérite, c'est qui l'évalue ? Et les fonctionnaires, on travaille,
fonctionnaires de formation, on travaille pour des élus politiques. Alors c'est un peu moins vrai dans l'hôpital, quoique le président du conseil d'administration est souvent, un élu, ouais. mais le maire de la ville d'ailleurs. Mais c'est complètement vrai dans une collectivité et complètement vrai dans l'État. Et donc, en fait, le mérite dans la fonction publique, le pays s'est construit comme ça, il est évalué au moment du concours, à 20 ans. Et là, on dit c'est les critères scolaires, l'école républicaine. Et après, c'est une ligne droite. Et après, c'est une ligne droite, c'est là qu'on l'évalue, et puis on ne l'évalue plus pendant la carrière. Ça a eu une forme d'utilité à une époque pour sortir de l'arbitrage et de la cooptation. Et maintenant, on voit que c'est ridicule. C'est-à-dire vous pouvez être très bon à un concours et 10 ans après être un mauvais professionnel. Et à l'inverse, ne pas avoir les qualités et 10 ans après avoir appris et savoir beaucoup mieux faire que quelqu'un qui a eu un concours. Et donc, il faut réinjecter du mérite. Mais pour répondre à votre question, c'est encore un changement de culture. Ça ne veut pas dire qu'il faut être trop patient, mais la situation actuelle, elle s'explique par un héritage historique sur lequel il y a eu un consensus national. Et le switch de culture, il est beaucoup plus dur que pour le privé. Oui, c'est vrai. Et vous allez voir que nous, Français, peut-être, je fais un peu de fiction là, mais on est pour le mérite, parce qu'on veut des fonctionnaires motivés, machin, etc. Mais le jour où on va intégrer beaucoup de mérite et qu'on aura à un moment donné dans une collectivité, un État, quelqu'un qui aura été nommé parce qu'il a connu le ministre, etc., on dira, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne protège pas les fonctionnaires contre les... Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux et c'est clair que le balancier doit aller dans un sens. Et sur celui qui donne le mérite. Mais il faut trouver un équilibre. Fabien Tastet, je ne veux pas vous agacer avec Agnès Verdier-Molinier, elle n'est pas là, mais... j'ai débattu ici avec elle. Et vous avez débattu assez vivement, d'ailleurs, relativement vivement. Elle dit dans une dernière note de l'IFRAP que je trouve très intéressante, l'évolution de la masse salariale entre 2011 et 2023 est globalement plus rapide que l'inflation, soit 30,7 contre 21 pour l'inflation. Et elle va même plus loin, elle dit finalement que l'augmentation des salaires dans la fonction publique, elle a été plus rapide que l'inflation. Qu'est-ce que vous lui répondez? En un mot, les fonctionnaires n'auraient pas besoin d'augmentation de point d'indice. Vous êtes tous les deux pas d'accord. Un mot chacun. Il y a eu 10 ans sans augmentation du point d'indice. Ouais, gelé. Hormis la parenthèse 2016 où il y a eu de légers ajustements. Bon, chacun a ses chiffres. Enfin, je crois qu'il n'est pas contestable que si vous prenez la part des rémunérations publiques dans les dépenses publiques, elles n'ont pas progressé. Enfin bon, voilà, je connais les arguments de Mme Molinier. Je connais aussi ses arguments sur les effectifs, par exemple. On oublie parfois que la population française augmente de 0,5% par an. Et les services publics, et notamment les services publics, doivent répondre aussi à la... Ils sont bien très sûr corrélés aux évolutions démographiques. Quand vous avez plus d'enfants dans les crèches, quand vous avez plus de personnes âgées dépendantes, vous avez besoin de plus d'effectifs. Donc c'est aussi normal de recruter plus de fonctionnaires parce que la noblesse du service public, c'est de répondre aux besoins de la population, c'est de répondre aux évolutions que connaît la population et notamment aux évolutions démographiques. Juste, il nous reste peu de temps, mais quand même, j'ai regardé les grandes entreprises françaises qui ont 150 000, 180 000, certaines 200 000 pour les plus grosses, Orange, tous ces grands groupes, Veolia, ils ont un grand DRH suprême. On pourrait quand même avoir un DRH qui gère, je ne sais pas, des zones territoriales géographiques pour l'hospitalière, un grand DRH pour... C'est possible ou pas ? Vous qui avez été, j'allais dire, dans la salle des machines, où ça doit se traiter sur le plan très local, très régional. D'abord, je pense que c'est plus au niveau local. Et dans les grands groupes, ils décentralisent beaucoup. Et ils redescendent, bien sûr. Ils décentralisent parce que le DRH à Paris, il ne peut pas savoir qui dans l'établissement à Carpentras travaille bien ou ne travaille pas bien. Donc, c'est très décentralisé. Et surtout, encore une fois, c'est une question de culture. Donc, ça prend du temps. Il faut les amener. Mais pour revenir sur le débat juste d'avant, sur les salaires. Je ne suis pas d'accord. Non, mais je pense que la manière dont l'IFRAP pose le débat est objective, mais mal posée. Objectif, parce que ce sont des chiffres que tout le monde peut vérifier. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la rémunération des agents qui est en question. Parce que, je ne sais pas pour les C, mais pour les B, les A et les A+, vous êtes mieux payé dans le privé en travaillant moins. Et moi, je peux vous apporter mon témoignage personnel. Quand je suis passé de DRH de Schneider à directeur de cabinet de la ministre du Travail, mon salaire a été divisé par 2 et mon temps de travail a été multiplié par 2. Donc mon salaire horaire a été divisé par 4. Et je pense que beaucoup de fonctionnaires qui font des passages entre le privé et le public apporteraient exactement le même témoignage. C'est vrai. On est moins payé et on travaille plus dans le public que dans le privé pour l'essentiel des fonctionnaires. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Mais ça ne veut pas dire que l'IFRAP a tort, parce que
en même temps, qu'est-ce qui fait qu'il y a énormément de fonctionnaires et qu'à la fin, ça donne ce sentiment d'efficacité? C'est pas les fonctionnaires eux-mêmes qui sont efficacité ou inefficacité? Non, de manque d'efficacité. On est d'accord. C'est l'organisation territoriale. Nous sommes d'accord. Et les superstructures. Les millefeuilles. Et le millefeuille territorial. Et là, et c'est politique. Les fonctionnaires n'y sont pour rien là-dessus. Ils y sont pour rien dans l'État, ils y sont pour rien dans l'hospitalière, ils y sont pour rien dans la territoriale. Et je pense vraiment que le sujet, si on veut vraiment un Big Bang ou un choc, comme c'est le mot, il faudrait faire deux choses complètement complémentaires, même si elles paraissent contre-intuitives. C'est un, payer beaucoup mieux les fonctionnaires, et deux, avoir pour chaque niveau de politique publique un responsable, ce qui conduirait à supprimer certains échelons et peut-être à supprimer certains postes. Je m'en excuse, mais l'émission est terminée, Fabien Tastet. Je sais que vous aviez encore beaucoup de choses à nous dire. Sur le millefeuille. Mais vous n'êtes pas d'accord sur le millefeuille. Ça sera l'objet. Ça mériterait d'ailleurs un débat entier sur la manière dont s'organise ce fameux millefeuille territorial. Une seconde. 1 900 € net par mois, c'est le salaire moyen d'un fonctionnaire territorial. Donc c'est pas des nantis, je crois. Dans la territoriale. 1 900 € net par mois. Et on l'a vu dans l'hospitalière dans un débat précédent où on voyait la différence entre l'infirmière du privé et l'infirmière du public. Et il y avait un écart très significatif de rémunération. Merci à vous deux, messieurs. Merci à vous, Antoine Fouché, président de Quintet Conseil, ex-DIRCAP de Muriel Pénicaud et ex-DRH, avec un trou financier terrible quand vous avez quitté votre poste. Merci en tout cas à vous, Fabien Tastet, président de l'Association des administrateurs territoriaux de France. Nous sommes en retard. Fenêtre sur l'emploi, l'éloquence parler, mais savoir écouter. Comment on fait? Tiens, on en parle tout de suite. C'est le livre de Smart Job.